Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde de l'émission Samedi de lire et aujourd'hui, je reçois l'auteur Marie Gré. Bonjour Marie, comment ça va? Bonjour Amélie, ça va super bien. Et j'ai envie de te présenter à mes auditeurs. Alors, tu as été chanteuse de 1982 à 1994 dans un groupe rock. Dans plusieurs groupes rock, mais c'était toujours rock, effectivement. Oui. Et en 1995, tu t'es fait connaître avec Histoire à faire rougir, qui a été distribué à 800 000 exemplaires. En fait, vendu à 800 000 exemplaires à travers le monde, traduit dans 14 langues. Il faut quand même le faire. Il faut quand même le faire. Je me pince encore pour être certaine que c'est vrai. Quand je vois ces chiffres-là écrits, j'ai encore du mal à y croire, mais effectivement, c'est bien ça. Ouais. Mais comment on pense la chanteuse rock à l'auteur de nouvelles érotiques? Ben, c'est un peu un talisman. J'étais en couple à l'époque. Puis mes amis me disaient, profite-en, parce que bon, la passion, ça dure le temps que ça dure, puis après, ça devient monotone, puis ben, j'étais passée de chanteuse rock et mon copain était musicien aussi. Et là, on est passé de cette vie de fête, toujours dans les bars et tout, à la petite vie un petit peu plus rangée en banlieue. C'était un gros choc. Et donc, pour essayer de garder la flamme un peu vivante, je me suis mis à lui écrire des petits mots doux que je glissais dans ses poches de jeans ou des choses comme ça quand je partais travailler. Puis là, il disait ça dans la journée. Puis le soir venu, ça mettait déjà une petite étincelle dans nos soirées. Puis c'était bienvenu, c'était le fun. Puis là, j'ai des amis qui ont su que je faisais ça. Ils ont dit « Wow, quelle bonne idée, je vais faire la même chose. » Les petits mots sont devenus des petites histoires. Les petites histoires sont devenues des recueils de nouvelles. Mais c'est vraiment parti d'un besoin tout à fait personnel. Mais en même temps, mon père m'avait donné l'idée aussi, puisque mon père a fondé Prologue, qui était une maison de distribution, et on vendait à l'époque des romans de Françoise Rey, entre autres, Régine Deforge, qui fonctionnaient très bien. Et mon père, un bon jour, m'a dit « T'aimes ça écrire, toi? Essaye-toi donc. » Venant d'un papa, c'est un peu étonnant, mais ça m'a donné la petite poussée dont j'avais besoin. Et puis, voilà, l'aventure est partie comme ça. Mais est-ce que ton papa les lisait, les nouvelles érotiques? Il les lisait. Ma mère, ça a été plus difficile, par contre. Mon père, il lisait du point de vue d'un éditeur. Il lisait pas ça comme divertissement, nécessairement. Ma mère, elle avait plus de mal à dissocier sa fille de ce qui était écrit. Puis bon, elle est quand même d'une génération où la limite entre érotisme et pornographie est un peu floue. Puis bon, déjà que ma mère est musicienne classique, donc déjà que je chante du rock, c'est un petit peu une première petite pilule à avaler. Ensuite, que j'écrive d'érotisme, bon, bref, ça a été très drôle. Mais finalement, elle les a lus, elle s'est rendu compte que sa fille, c'est pas une dépravée, elle était même très fière de ça, et sa famille au complet est devenue fan, et c'était merveilleux. Est-ce que tu avais des enfants à l'époque? Pas encore. C'est un peu grâce à ça que j'ai conçu mon premier fils, là, mais non, j'avais pas d'enfant à l'époque, et d'ailleurs, c'est un peu drôle parce que j'ai débuté l'année précédente, à la naissance de mon garçon. Et là, je tombais en congé de maternité, je me suis dit, c'est parfait, je vais pouvoir écrire au moins 2-3 autres livres. On s'imagine qu'on va avoir la tête à ça, hein? On va avoir le temps aussi. Le temps et la disponibilité affective et physique, oui. Mais bon, c'est pas grave, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu, mais ça s'est fait quand même. Et tu as publié des textes pour ados, en fait, avec la série Oseras-tu? Oui. Parce que tu t'es rendu compte, je crois, qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de livres qui parlaient d'intimité chez les jeunes. Exactement. En fait, on en parlait, mais en surface. On parlait jamais des vrais enjeux, surtout émotifs. Dans les écoles, il y avait plus de cours d'éducation sexuelle. Moi, j'avais un fils qui arrivait à 12 ans, qui commençait à me poser des questions à ce sujet-là. Ça m'a permis de me rapprocher aussi, puis d'être moins déconnectée de tout ça. Parce qu'à l'adolescence, évidemment, la mienne est quand même, ça date, mais les enjeux n'ont pas changé, les questionnements n'ont pas changé, les insécurités non plus. Sauf que tout va tellement vite aujourd'hui, ils sont exposés à plein de choses auxquelles on n'avait pas accès. Mm-hmm. Et au lieu de leur donner l'information, je trouve que ça les mélange davantage, parce que là, avec la porno, avec les textos, les sextos, juste l'exemple des amis, je me souviens que dans mon temps, on se chicanait avec notre meilleur ami, on s'en allait chacun chez nous, on décantait un peu, puis le lendemain, on s'excusait avec des câlins, puis bon, c'était fini. Aujourd'hui, on a une chicane avec son ami, c'est 30 secondes plus tard, c'est sur Facebook avec 425 commentaires plus violents les uns que les autres, puis les jeunes n'ont plus le temps de faire la part des choses, ils n'ont plus le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Et même de l'érotisme, parce que moi, je me rappelle, Beaucoup. J'étais quand même adolescente, ouais. moi, quand j'ai lu tes nouvelles à faire rougir, là. Mm-hmm. Il n'y avait pas grand-chose à mon époque, moi, vraiment qui parlait de pas, sexualité. Vraiment pas, et j'ai fait quand même des recherches, j'ai regardé, il y avait plusieurs romans qui prétendaient en parler.
Mais ça demeure quand même très, très, très superficiel. Encore une fois, il y avait peut-être un couple qui s'embrassait, on savait qu'il était amoureux, on savait qu'il allait faire l'amour, il rentrait dans la chambre, mais là, le chapitre suivant, tout était terminé. Les jeunes veulent savoir c'est quoi qui se passe dans la chambre, comment c'est supposé se passer, comment je suis supposée de me sentir, qu'est-ce qui me dit que c'est le bon moment ou pas, et tout ça. Donc, je trouve ça vraiment important d'en parler parce que pour moi, bon, d'abord, c'est pas un sujet tabou, j'en parle avec mes enfants beaucoup. Parce que c'est important d'avoir une sexualité saine. C'est là que ça se décide dès le début. Puis la première fois, Dieu sait qu'on s'en souvient longtemps, c'est mieux que ça soit un bon souvenir, tant qu'à moi. C'est vrai. C'est super important. Et est-ce que tes jeunes, je sais pas quel âge qu'ils ont? Maintenant, mon fils a 19, ma fille a 10. L'air d'en avoir 14, pense qu'elle en a 17, mais bon, elle n'est pas rendue encore là, mais elle me pose des questions de plus en plus, c'est certain. Mais est-ce que tes enfants, ton plus vieux a lu tes nouvelles érotiques, oui? Ben, en fait, il a commencé par m'aider pour la série Oseras-tu, évidemment, parce que là, je lui demandais plein de choses, des petits détails, comment des ça se passe à l'école, oui. Dernièrement, il a lu les histoires à faire rougir, puis il n'y a pas eu de malaise du tout. Je m'attendais à ce que ce soit un peu difficile, parce que, bon, on veut pas que les gens me connaissent. Parfois, ils m'imaginent à la place de la narratrice, ou bon. Mais non, il est pas tombé dans ce piège-là. Apparemment, en tout cas, il me l'a pas dit, si c'est le cas. Mais sa copine les avait déjà lus. Elle a 21 ans, puis bon, elle les avait déjà lus. Je préfère, de loin, qu'ils lisent ça que de passer des heures sur des sites porno à déformer la vérité, puis ce que c'est supposé d'être, en fait. Et au début de l'année, tu as lancé le premier tome de Baiser. Ouais. Ça, c'est un roman? Oui. Ça, c'était la première fois que tu écravais un roman. Ben, en fait, les romans pour ados, disons que c'était un peu une pratique parce qu'ils étaient un petit peu moins volumineux, mais j'avais vraiment ça dans la tête depuis longtemps. Mais de là à le faire, c'est toujours, hein, on trouve des excuses, pas le temps, beaucoup de travail, je remettais ça sans cesse. Et là, ben, j'ai vécu une séparation après 21 ans de mon conjoint, puis je me suis rendu compte que c'était plus du tout la même chose être célibataire à la fin quarantaine que la dernière fois où je l'avais été, qui était à la fin de la vingtaine. Donc, ça m'a donné vraiment envie d'écrire là-dessus. Ma meilleure amie, d'ailleurs, m'a fortement encouragée là-dedans parce que je lui racontais des anecdotes de rencontres assez désastreuses ou cocasses. Et c'est elle qui m'a donné l'idée, écoute, il faut que tu écrives là-dessus, c'est trop drôle, puis il y a plein de gens qui vont se reconnaître, puis ça a été vraiment une aventure extrêmement agréable. Tantôt, on parlait de technologie. C'est la technologie aussi qui a évolué. Tu disais Bien que sûr. Nous, quand on était petits, la technologie était pas vraiment non. là. Là, aujourd'hui, c'est presque que ça. Ben, à peu Pour près rencontrer, que ça, là. mais c'est dommage en même temps. Vraiment? Moi, j'ai découvert un monde parallèle que... C'est troublant. Oui, vraiment, vraiment. Je dis pas qu'il y a pas de belles histoires. Je sais qu'il y en a des belles histoires là, qui sont nées de ça, et tant mieux, parce que je pense que ça se peut. Mais sinon, il y a une espèce de contamination qui se fait, je trouve, quand on est là-dessus, puis qui enlève tout le côté humain de la chose. On s'attend plus à la personnalité des gens. On s'attend à l'image d'abord. Bon, ça, c'est un peu humain, il faut l'accepter, mais quand même, ça devient vraiment un jeu faut aimer les mêmes choses que tout le monde, puis on cadre dans un moule encore. Et selon les groupes d'âge aussi, je me rends compte que les intérêts doivent être différents, mais si on n'est pas là-dedans, si on est moindrement un peu marginal, ça dérape. Et on est de plus en plus aussi dans des relations poubelles où dès que ça fait plus notre affaire, on jette la relation. Ben oui, parce que c'est tellement facile. On va sur Internet, justement, sur n'importe quel site de rencontre. On cherche, on le voit d'ailleurs, c'est cocasse dans les fiches des membres, ce que les femmes cherchent puis ce que les hommes cherchent, c'est vraiment tout du pareil au même. Les femmes veulent un homme fidèle, drôle, qui va les faire rire, honnête, transparent, fiable, qui prend pas de drogue, qui met pas des bas blancs. Ça aussi, je l'ai vu beaucoup. Mais dans ce créneau-là, il peut avoir peut-être, je sais pas moi, 5000 hommes, là, et donc, si celui qu'on a rencontré, ça fait plus ou moins, c'est pas grave, il y en a plein d'autres dans le même genre, là. Et c'est pareil pour les hommes qui cherchent des femmes féminines, qui prennent soin d'elles. Il faut comprendre que ça veut dire mince. Qui va être aussi à l'aise en robe du soir et en talons hauts qu'en jeans, disent-ils, mais préfèrent nettement les talons hauts. Et il y a toujours la question d'âge aussi. Bon, à la fin de quarantaine, les hommes de cet âge-là préfèrent les femmes beaucoup plus jeunes. Ce qui veut dire que les femmes dans la quarantaine devraient peut-être regarder les hommes fin soixantaine, mais non. Donc, c'est vraiment il y a vraiment toute une étude sociologique que j'ai pris un grand plaisir à faire. C'était triste au début. Je dois dire que j'ai été vraiment perturbée. Mais à force d'y aller, je me rends compte que finalement, faut en rire parce que sinon, c'est... Quelles sont les autres méthodes? Il n'y en a pas tellement. Pas tellement.
Puis plus on avance en âge, ben moi, très honnêtement, à 52 ans, je vais pas aller dans les bars à partir jusqu'à 3 heures du matin, essayer de ramasser quelqu'un là. Ça m'intéresse pas du tout. C'est pas ce que j'aime faire dans mes soirées. Puis même dans la trentaine, c'est pas le cas non plus. Ben non, puis c'est pas nécessairement le genre de personne que je voudrais rencontrer. Puis en même temps, ça m'a fait voir aussi que on est très... on a besoin d'une étiquette. Je suis sa blonde, je suis son chum, je suis son amant, sa maîtresse, mais je pense qu'on peut redéfinir tout ça. C'est juste d'avoir le courage de le dire puis de le faire. Mais moi, j'ai découvert, j'ai rencontré des gars vraiment super le fun avec qui j'ai passé des bons moments, qui sont pas devenus des amoureux nécessairement, qui sont restés soit des amis ou des relations un petit peu entre deux, qui étaient super agréables aussi, mais il faut encore vouloir reconnaître ce qu'on veut et le dire. Dans ma grande naïveté, je pensais que rendu à 50 ans, on était capable de se dire les vraies choses, mais je me rends compte que non. Et il y a beaucoup de mensonges aussi sur les réseaux sociaux. Ah, c'est incroyable. Les sites de rencontres et tout ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Et ça, je comprends pas non plus du tout. J'en parlais avec des amis et je me disais, mais comment tu veux bâtir une éventuelle relation sur quelque chose qui, dès le départ, est faux? Pourquoi j'irais prétendre que j'aime jouer au golf alors que je déteste ça pour mourir? Pourquoi je dirais que j'ai 42 ans alors que j'en ai 52? Pourquoi je dirais que je suis pas en couple alors que je suis mariée? Pas moi, là, mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Des hommes qui sont en couple, qui ont des enfants, qui n'ont pas l'intention du tout de laisser leur femme, mais qui veulent avoir une aventure ou une bonne amie, disent-ils. C'est n'importe quoi, vraiment. Mais encore une fois, je tiens à préciser qu'il y a quand même du monde. Oui, il y a du bon monde. Tout à fait normal, dans le sens correct, qui sont capables de dire les vraies choses. Il y en a, mais il faut les chercher juste un petit peu plus fort. Si tu me permets, Marie, on s'arrête et au retour, oui, je veux qu'on parle des histoires qu'on trouve dans Baiser 1 et dans Baiser 2. Bien sûr.